Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation de la série consacrée à l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de gestion de la faune dans les concessions forestières d'Afrique centrale. Cette série de formations a été créée dans le cadre d'un projet porté par l'ASBL Nature Plus et en collaboration avec Jean Blou Agrobiotech. Ce projet s'intitule Formation et diffusion des outils de gestion de la faune à destination des acteurs de la gestion forestière du bassin du Congo. Ce projet a été financé par le programme PPECF et cofinancé par l'Union européenne. Je m'appelle Eric Arnem et j'ai travaillé pendant 20 ans dans le secteur de la conservation en Afrique centrale. J'ai aidé de nombreuses entreprises forestières sur cette thématique de la gestion de la faune. Aujourd'hui, je suis consultant formateur sur cette formation pour Nature Plus. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo de formation. L'exposé que je vais vous présenter aujourd'hui a été conçu par Barbara Auré de Nature Plus. Alors, cette première vidéo de formation concerne plus spécifiquement une technique d'inventaire faune qu'on appelle la technique du Reiki ou la technique des marches de reconnaissance. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit rappel des notions de base. Donc, si vous avez ici une zone géographique qui est représentée par ce cercle en bleu ici, une zone géographique que vous allez vouloir étudier, que ce soit une concession forestière, une assiette de coupe, eh bien, vous avez dans cette zone géographique, vous avez des espèces animales, notamment des espèces ici qui sont bleues et des espèces qui sont rouges. Quand on parle de déterminer la présence ou l'absence d'une telle ou telle espèce, simplement on dit il y a des espèces bleues ou il y a des espèces rouges. Quand on va parler d'abondance, on va plutôt dire, on va parler d'abondance relative en réalité. On va dire que l'espèce bleue est plus abondante que l'espèce rouge. On peut aller un petit peu plus loin également. Quand on connaît la taille de la zone géographique qui est concernée, on peut parler et on peut aller jusqu'à estimer des densités de population. Alors une population, c'est un ensemble d'individus de la même espèce qui vivent dans un espace déterminé, donc ici notre cercle bleu, et à un moment donné. Donc ils vivent ensemble dans le temps et dans l'espace. Donc la densité de population, elle va être estimée, notamment ici, à 4 individus au kilomètre carré pour l'espèce bleue et un individu au kilomètre carré pour l'espèce rouge. En effet, si notre zone d'intérêt fait 2 kilomètres carrés, on a deux espèces rouges dans 2 kilomètres carrés. Cela revient à dire qu'on a un individu par kilomètre carré. On peut également fonctionner dans le sens inverse et inférer la taille de la population quand on a une estimation de la densité et notamment ici dire par exemple qu'effectivement il y a 8 individus bleus et 2 individus rouges. Là on va parler de la taille de la population, c'est-à-dire qu'on aura une abondance qui est absolue, on aura un chiffre. On parlera également de distribution géographique. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les espèces se situent dans l'espace. On a l'impression, avec ce schéma ici, que l'espèce rouge serait plus associée à la présence d'arbres, tandis que l'espèce bleue semble se concentrer le long d'une route. Donc ça, ce sont des informations qui peuvent être également importantes pour pouvoir prendre des décisions de gestion. Alors, quand on parle d'inventaire phonique, on va vouloir faire deux choses. Il peut y avoir deux objectifs. Le premier objectif, ça peut être la caractérisation initiale de la ressource phonique dans la zone qui nous intéresse. Donc ici, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va identifier, effectivement, comme on l'a expliqué, les espèces animales qui sont présentes et ceux qu'on n'a pas celles pour lesquelles on n'a pas de signe de présence, donc qui sont considérées comme absentes de l'aire concerné. On va pouvoir, dans le cadre d'une caractérisation initiale, on va pouvoir estimer l'abondance ou la taille
des populations de ces différentes espèces. Donc abondance relative, il y a plus de bleu ou plus de rouge, mais aussi une densité, il y a par exemple un individu au kilomètre carré, ou une taille de population. On va dire, voilà, on estime que dans la zone géographique concernée, nous avons 8 individus de l'espèce bleue, par exemple. On va également pouvoir déterminer la distribution géographique ou la répartition géographique des différentes espèces au sein de l'aire considérée. À part l'objectif de caractérisation initiale de la ressource phonique, nous pouvons également faire des inventaires de suivi. Ça, c'est une fois qu'on a une série temporelle, parce qu'on aura fait un inventaire une première fois, qui est l'inventaire de caractérisation initiale, et l'inventaire, un second inventaire ou un troisième, quatrième, dans une série temporelle à une fréquence qui va être relativement régulière. Alors, ça va dépendre évidemment du contexte, mais on pourrait imaginer une fréquence annuelle ou une fréquence quinquennale, tous les 5 ans. Alors, lors de ces inventaires de suivi, on va vérifier, notamment au travers de la liste d'espèces qui sont encore présentes et celles qui sont absentes, si les espèces présentes sont encore toujours bel et bien là. Un inventaire de suivi va également nous permettre de vérifier si les populations animales sont stables au cours du temps, si elles augmentent, si elles diminuent. Et ça, on va le voir au travers des indices d'abondance relative ou alors des estimations de densité ou de taille de population. On va également pouvoir vérifier si les populations animales occupent le même espace et de la même manière qu'elles le faisaient lors du premier inventaire. Donc, on va avoir une idée de la distribution géographique. On va analyser la distribution géographique des différentes espèces dans l'aire d'étude. Mais également, les inventaires de suivi vont permettre d'aller un petit peu plus loin et de vérifier notamment la présence d'activités humaines et voir effectivement leur évolution dans le temps. Pour ça, on va utiliser, on va calculer les indices d'abondance relative sur les activités humaines. Enfin, on va pouvoir déterminer si ces activités humaines ont une influence sur l'abondance et la distribution de la faune. Et on va le faire sous la forme de corrélation entre les indices de présence animale et les indices de présence humaine. Alors, cette vidéo concerne donc les marges de reconnaissance qu'on appelle les RIKI. Les RIKI, c'est une technique qui est présentée dans le guide faune que vous aurez certainement téléchargé déjà à ce stade ou que vous aurez peut-être sous format papier comme je l'ai ici. Eh bien, la technique du RIKI, elle est bien expliquée dans ce guide faune à la page 101 jusqu'à la page 106. En quoi elle consiste, cette technique des requis? Eh bien, on va parcourir, une équipe de travail va donc parcourir des chemins de moindre résistance dans la forêt, c'est-à-dire des pistes d'éléphants, ça peut être des pistes humaines, ou ça peut aussi être des zones du sous-bois qui sont un peu plus ouvertes et qui va nous permettre de nous faufiler en forêt. On va quand même globalement suivre un cap théorique et une direction qui est déterminée et on va essayer de ne pas trop dévier de cette direction générale. Donc on va essayer de rester dans un angle de 40 degrés plus ou moins à gauche et à droite. Mais ceci dit, si tout droit, eh bien nous avons une zone qui est trop dense, qui ne nous permet pas de passer facilement, eh bien on va pouvoir la dévier avec cette technique des Reiki. Donc elle permet réellement un déplacement assez rapide en forêt, donc en évitant les grosses difficultés physiques. Et le long de ces chemins, on va relever des indices de présence de la faune et des indices d'activité humaine. Donc, on va relever ces indices 1 mètre de chaque côté de notre transect. Donc, si vous voyez ici la ligne rouge sur ce petit schéma, sur cette image, on a la ligne rouge qui est donc le centre finalement du chemin, du Riki, que l'on aura parcouru. Eh bien, on doit imaginer qu'on va récolter uniquement les indices qui se trouvent à 1 mètre de part et d'autre de cette ligne-là. On va le faire pour la plupart des indices animaux, mais quand on a une observation remarquable, quand par exemple on trouve des nids de grands singes
ou quand on trouve des indices d'activité humaine. Là, on va tout prendre parce que ce sont des indices qui nous intéressent et qui sont relativement rares en forêt. Donc pour ça, il y a une petite technique. On pourrait utiliser simplement un bâton d'1 mètre, hein, un bâton, un étalon qu'on fabriquerait au départ de notre travail et qui nous permettrait effectivement de mesurer euh, cette distance de 1 mètre de part et d'autre du centre du Riki. Et alors, donc comme j'ai dit, sur ce Riki, nous allons relever tous les indices de présence animale et ces indices, on va les répertorier, on va les considérer comme une observation indépendante s'ils appartiennent à la même espèce, s'ils ont été produits au même moment, donc s'ils ont le même âge et s'ils sont distants de moins de 50 mètres. Donc ça va être considéré comme étant une seule observation, sauf évidemment si il s'agit de nids de grands singes. Pourquoi cela? Eh bien, imaginez simplement qu'un céphalope, donc une petite antilope de forêt, se balade sur le chemin de moindre résistance que vous empruntez, eh bien, à chaque pas, elle va créer une empreinte. Vous n'allez pas évidemment compter chaque empreinte comme étant une observation indépendante. Tout cela a été fait, a été produit par le même animal. Tous les indices qui sont distants de moins de 50 mètres l'un de l'autre ont été produits par le même animal et donc font partie de la même observation. Alors, dans quelles conditions est-ce que nous allons réaliser ces marches de reconnaissance? Eh bien, nous allons principalement le faire en journée. Et en journée, pourquoi? Parce que ça nous permet d'avoir une bonne visibilité justement sur la forêt et sur les traces qu'on peut y trouver. Et aussi pour des questions de sécurité. Dans les forêts où on a des éléphants, marcher de nuit est un risque assez important que nous ne voudrions pas voir prendre par nos équipes. On va également réaliser ces requis plutôt par temps sec, simplement parce que voilà, il y a une question de visibilité également. Hein, quand il pleut, on va voir un petit peu moins loin. Et il va aussi y avoir beaucoup de bruit en forêt quand il pleut, ce qui va nous rendre impossible toute observation directe ou toute observation acoustique notamment, parce que les animaux soit on va pas les entendre, soit eux-mêmes sont plus calmes. Donc on va favoriser vraiment un temps sec. Si la météo est pluvieuse, nous n'allons pas faire le Riki. Et nous allons parcourir donc ce Riki à une vitesse de 1 km à l'heure. Donc c'est une vitesse de marche qui est relativement lente. C'est une vitesse qui nous permet de bien observer les traces et les indices que nous pourrions retrouver au sol. Dans le cadre donc de ces inventaires par la technique du Riki, nous allons considérer une zone à inventorier. Ici, par exemple, vous voyez que la zone à inventorier, elle est délimitée par un tracé qui est noir sur le schéma. Et au sein de cette zone inventoriée, on va superposer une grille virtuelle, donc elle n'existe pas sur le terrain, mais c'est une grille de 1 km sur 1 km. Donc il va y avoir des mailles, des cellules dans cette grille qui font elles-mêmes 1 km². Et on va vouloir planifier donc un parcours théorique de Riki. Et ça, c'est ce que vous allez voir ici en rouge. On va vouloir planifier un parcours qui va nous permettre de rentrer dans la grosse majorité de chacune des cellules de la grille dans la zone à inventorier. Ce parcours théorique va nous donner donc un cap théorique sur le terrain. Donc si on zoome un petit peu sur cette zone, on va donc avoir un cap théorique qui est repris par la ligne droite ici. Mais dans la réalité, évidemment, ça va être beaucoup plus compliqué puisqu'on utilise seulement les zones de moindre résistance. Donc, on va pas pouvoir exactement suivre cette ligne, mais on va parfois dévier un petit peu de part et d'autre, hein, toujours dans notre angle de 40 degrés que je viens de vous expliquer. Et ça va être le Reiki effectif que nous allons réaliser. Donc, on suit un cap général, mais on dévie de temps en temps. Il n'en reste pas moins que seuls les indices
qui se retrouvent dans la bande de 1 mètre de part et d'autre du Riki, pas du cap théorique, mais bien du Riki, vont être inventoriés. C'est ainsi que, par exemple, cet indice-ci se retrouve au-delà de la bande de 1 mètre et donc nous n'enregistrerons pas cet indice de présence animale. Quand on va planifier ce parcours théorique, on va favoriser un maximum la perpendicularité par rapport aux cours d'eau principaux. On va essayer aussi d'être plus ou moins parallèle à des gradients végétationnels, des gradients de perturbation, comme notre route d'accès ici par exemple. Et ça, c'est tout simplement parce que voilà, si on avait un Riki qui longerait un cours d'eau, eh bien, il y a un risque que sur ce Riki, on trouve beaucoup plus de traces. D'une part, parce que le sol serait peut-être éventuellement plus meuble et donc sera plus facilement marqué par les empreintes et les traces animales, mais également parce que finalement, les zones ripariennes sont un habitat particulier et donc il pourrait y avoir un biais si le Riki passait tout le long d'un cours d'eau. En ce qui concerne l'équipe de travail ici, donc il faut absolument avoir une équipe d'au minimum 4 à 5 personnes. Nous allons avoir en premier lieu dans la direction de la marche, nous allons avoir un macheteur. Son rôle va être simplement d'ouvrir finalement le passage du Riki et on va essayer vraiment ouvrir ce passage de manière la plus minimale possible. Dans l'idéal, on n'utilise même plus une machette, mais on utilise simplement un sécateur pour pouvoir nous permettre de passer et d'avancer. Donc on essaie de faire en sorte qu'on laisse le moins de traces nous-mêmes dans la zone qui est étudiée. En seconde position, sur la ligne de transect, donc sur le Riki, en seconde position, nous avons un boussolier. Alors ce boussolier, il a pour rôle de vérifier qu'on reste plus ou moins quand même dans l'angle convenu par rapport au cap théorique. Donc lui, son rôle, ça va être de guider le machetteur qui est devant lui. Ensuite viennent les deux observateurs. Le premier observateur va uniquement regarder les signes de présence animale qui sont directs et principalement dans la canopée. C'est-à-dire, par exemple, les cris des petits singes. Donc toute vocalisation, tout indice acoustique de présence va être considéré. Mais on va aussi, ce premier observateur va également regarder des indices de présence indirects, comme par exemple les nids des grands singes dans les arbres. Ensuite, dans cette file indienne, on va avoir le chef d'équipe en quatrième position. Le chef d'équipe va être en réalité la personne qui va lui-même également regarder les traces qu'il y a, les indices de présence animale, mais uniquement ceux qui se situent au sol, donc dans la bande des 1 mètre autour du Riki. C'est lui qui va prendre les points GPS des indices considérés et il va également donc noter, relever avec la méthode qui lui convient, que ce soit une méthode papier avec un cahier et un crayon, ou alors avec une méthode numérique digitale comme par exemple le cybertracker. Donc il est important de noter que cet observateur et le chef d'équipe doivent être des personnes qui ont une très bonne connaissance de la forêt et de la faune. Si c'est pas le cas, alors il faut ajouter une personne et donc diviser le rôle du chef d'équipe entre une personne qui prend les notes et un pisteur en plus qui est un observateur qui lui va regarder les indices au sol. Et seulement après, en toute dernière position dans la file indienne, il y aura eh bien les porteurs. Et les porteurs, il faut imaginer que quand on réalise ce genre d'études, ce genre de sondage phonique, eh bien, on peut passer de longues périodes en forêt en totale autonomie. Donc, il va y avoir des personnes qui vont devoir porter tout ce qui concerne l'équipement de camping, l'équipement de cuisine, etc. Tout cela vont derrière, et derrière pourquoi? Parce qu'on veut éviter que leur propre passage n'efface certaines traces animales ou humaines sur le sol.
Alors, qu'est-ce qu'on relève le long de ces Rikis? Eh bien, cette technique des Rikis, elle permet d'avoir une idée aussi de la pression humaine. Donc, on va relever également des indices d'activité humaine, que ce soit des pièges, la présence de douilles, de camps de chasse, de carcasses, mais aussi, en fait, toutes sortes de indices d'utilisation de la forêt, de la zone. Ça peut être aussi des zones de récolte de miel, de PFNL, etc. Et en plus de ces activités humaines, on va également relever tous les indices de présence, donc qui trahissent la présence d'espèces animales. On pourra distinguer ici deux types d'observations. Il y aura les observations qui sont directes, donc quand on voit l'animal, ou quand on l'entend, l'animal est là, on peut le voir, c'est une observation directe. Mais parfois, il y a également une autre catégorie d'observations qui sont les observations indirectes. Ce sont celles qui trahissent la présence de l'espèce, mais seulement au travers des traces que cette espèce a laissées dans l'habitat. Donc il peut s'agir ici, eh bien, comme vous le voyez, de crottes. Par exemple, ici on a des crottes de céphalophes ou une empreinte d'éléphant sur cette photo ici au-dessus, mais également des restes de repas, etc. On va donc relever ces indices et quelles sont les données qui vont être collectées pour chacun de ces indices? Eh bien, bien entendu, on va parler en premier lieu donc de l'espèce animale, du genre ou du groupe, mais seulement si nous sommes parvenus à l'identifier avec certitude. On va également relever le type d'indice. Donc ici, on va pouvoir dire par exemple céphalophe rouge, type d'indice, empreinte. Ensuite, on va prendre une coordonnée GPS, donc un waypoint de la présence de cet indice, et ça va être utile pour les analyses cartographiques par la suite. C'est important également de prendre note de l'âge de l'indice, ou en tout cas de l'état de fraîcheur de l'indice. Par exemple, si vous avez trouvé cette empreinte de céphalophe, il faut savoir si c'est une empreinte qui est déjà un petit peu effacée, qui a peut-être plusieurs jours, qui a été produite il y a plusieurs jours, ou alors une empreinte qui est encore bien formée, bien marquée, et qui trahit la présence, ou en tout cas le passage de ce céphalophe au courant des dernières 24 heures. Il y a une autre chose qui est également importante à relever quand on relève ces indices, c'est le type de végétation qu'on va voir autour, donc le type d'habitat dans lequel on retrouve cet indice. Ça peut nous donner des informations également sur les endroits où on retrouve telle ou telle espèce. Donc maintenant vient le moment d'analyser les données et pour cela, on va découper notre parcours de Riki en segments de 1 km. Donc nous allons calculer pour chacun de ces segments, on va faire la somme de tous les indices qu'on aura trouvés, qu'on aura relevés sur ces segments-là. Et donc, on peut le faire de différentes manières. On peut faire la somme uniquement de tous les indices d'une même espèce, que ce soit des crottes ou que ce soit des empreintes. On va calculer, par exemple, un indice kilométrique d'abondance du céphalophe bleu, mais on peut également faire la somme de tous les indices d'un groupe d'espèces. Par exemple, les céphalophes rouges qui sont difficilement reconnaissables entre eux, eh bien, on va juste grouper tous les indices qui ressemblent à des céphalophes de taille moyenne et on va les regrouper ensemble. Et donc ça va nous permettre donc d'attribuer ces indices, ce calcul, cette somme, au point centroïde du segment de 1 km ou finalement à la cellule de la grille qui a été parcourue par ce segment. En calculant cet IKA, cet indice kilométrique d'abondance, eh bien, on va pouvoir faire une carte où on va donner des couleurs différentes aux mailles de la grille, aux cellules de la grille qui contiennent plus ou moins d'indices. C'est ici que, par exemple, vous voyez que dans cette maille-ci, eh bien, on a trouvé plus d'indices que dans cette maille-ci qui est d'un vert clair. Donc ça va nous donner une idée de la distribution spatiale des indices de présence animale et ce qui, en fin de compte, certainement lors d'une caractérisation initiale, va nous permettre d'identifier peut-être des zones de concentration de certaines espèces, également d'identifier des zones de haute valeur de conservation
ou des zones à mettre en série de conservation. Alors une petite note en plus ici, on peut également utiliser des léons d'inventaire forestier pour effectuer ces sondages par la technique des Riki. Et notamment, vous voyez ici, donc sur cette carte ici à droite, elle représente les léons d'inventaire forestier qui ont été utilisés pour estimer la ressource ligneuse dans une UFA au Cameroun. Eh bien, ces léons d'inventaire peut également être utilisés par une équipe qui travaillait sur la ressource phonique. Donc, on peut utiliser les léons d'inventaire pour faire des requis et faire un sondage de la ressource phonique. Une petite note maintenant sur les avantages et les inconvénients de cette technique. Bon, clairement, la technique des requis, c'est une technique qui est relativement facile de réalisation. Elle est plus rapide que d'autres méthodologies, comme notamment les transects linéaires. Elle évite aussi l'ouverture de chemins en forêt, donc des chemins qui pourraient être utilisés par la suite par d'éventuels chasseurs ou braconniers. Donc, c'est une technique qui ne laisse pas beaucoup de traces derrière elle. Son coût est aussi relativement limité, donc ça en fait une technique qui est particulièrement favorable aux sondages initiaux ou aux sondages un petit peu grossiers. Par contre, cette technique a énormément d'inconvénients, notamment au travers de certains biais. Le premier, c'est le biais qui est dû à l'observateur, tout simplement parce qu'il y a des pisteurs, il y a des observateurs qui sont plus compétents que d'autres et qui donc risquent de trouver beaucoup plus d'indices que d'autres. Donc il y a un effet vraiment, si vous avez différentes d'équipes de travail, vous allez pouvoir noter qu'il y a cet effet observateur. Il y a également un autre biais, c'est le biais positif qui est dû au fait que les chemins de moindre résistance sont également ceux sur lesquels on trouve le plus de traces, puisque les animaux, comme nous, aiment également parcourir ces zones de moindre résistance. Ils n'aiment pas non plus aller se frotter aux buissons plus denses. Et il y a aussi des questions un peu plus techniques sur la corrélation qu'il peut y avoir entre l'abondance des indices et l'abondance des individus. Une corrélation qui peut être assez variable. Effectivement, est-ce que le fait de trouver plus d'empreintes signifie qu'il y a plus d'animaux ou simplement des animaux qui marchent plus? Donc il y a un biais également qu'on peut retrouver à ce niveau-là. Et enfin, cette technique, quand elle est utilisée dans différentes zones d'études, eh bien, les comparaisons entre zones d'études sont peu envisageables justement pour toutes ces raisons, le biais de l'observateur, l'effet de la saisonnalité, etc. Donc, c'est une technique qui est particulièrement intéressante pour avoir une idée grossière de la ressource phonique, mais c'est une technique qui ne permet pas d'avoir des estimations très précise et fiable et robuste. Une petite synthèse ici avec cette diapositive. Les espèces qui sont concernées par cette technique, eh bien, c'est principalement les moyens et les grands mammifères qu'on va trouver en forêt. Cette technique utilisée aussi bien pour la caractérisation initiale de la ressource phonique dans une zone que pour son suivi. On va pouvoir, notamment du fait de sa facilité, on va pouvoir inventorier des zones qui sont beaucoup plus grandes qu'avec d'autres techniques. Donc ça en fait effectivement encore une fois une bonne technique pour un sondage grossier. Qu'est-ce qu'on va obtenir comme résultat? On va obtenir une estimation de la diversité d'espèces, donc la diversité d'espèces animales qu'on va trouver le long de ces rikis. On va pouvoir calculer un indice kilométrique d'abondance, donc on aura une idée de quelles sont les espèces qui sont plus abondantes que d'autres, et aussi on va avoir une idée sur leur distribution dans la zone d'étude. L'équipe de travail, elle, on va estimer qu'en une journée, va pouvoir parcourir 6 à 8 km en une journée, toujours à cette vitesse de 1 km à l'heure. Et finalement, le niveau de complexité pour la mise en œuvre d'une telle technique est relativement faible dans le sens où
Nous n'avons pas besoin spécifiquement d'avoir du personnel qualifié, simplement d'avoir des personnes qui connaissent, qui ont une bonne connaissance de la faune dans la région, et ça nous suffit. Donc le niveau de complexité de mise en œuvre est relativement faible. Et voilà, encore une fois, un petit rappel, ça va nous permettre, avec cette technique, d'identifier et de faire le suivi des zones importantes pour la faune, mais également le suivi des espèces animales, le suivi et aussi de la pression humaine. Cette technique d'Eriki, elle peut aussi être combinée avec d'autres méthodes d'inventaire phonique, notamment des transects linéaires, et simplement pour avoir un petit peu plus de données. Ici, par exemple, on va le voir dans une autre vidéo, mais nous avons donc nos transects linéaires qu'il faut parcourir et ils sont distribués de manière systématique dans la zone d'étude. Eh bien, pour pouvoir rejoindre le départ de chacun de ces transects, on est bien obligé de marcher vers le départ. Et donc, pendant cette marche, nous pourrions relever des indices avec la technique des Reiki, ce qui nous permet vraiment de valoriser tout le parcours, toutes les marches que nous faisons en forêt. Voilà, eh bien, ceci termine donc cette vidéo sur la technique des Reiki. Encore une fois, vous allez trouver toutes les informations dans le guide faune sur cette technique à la page 101 jusqu'à la page 106. Je vous remercie et on se voit dans une prochaine vidéo. Alors ceci clôture notre vidéo de formation. J'espère que l'exposé a été suffisamment clair pour vous et que vous allez pouvoir mettre en application les différentes notions que vous avez apprises. N'oubliez pas que vous avez toujours cet ouvrage de référence, hein, le guide faune, que vous pouvez télécharger si vous n'avez pas déjà fait, et dans lequel vous allez trouver énormément d'informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez toujours me les envoyer à l'adresse qui s'affiche ici en dessous. Allez, je vous souhaite une bonne continuation dans tous vos projets. Ciao!